Bonjour, donc nous allons voir l'écran de contrôle en fait, c'est ce que l'on retrouve sur toutes les marques. Donc là ici à l'écran nous avons l'écran de contrôle d'un OM1, donc d'OM System. Donc on voit qu'on a toutes les informations liées à la prise de vue. Donc en général ces menus, enfin en tout cas cet écran de contrôle plus précisément, on le trouve sur toutes les marques et on va y accéder de différentes manières, soit en appuyant sur le bouton OK, comme c'est le cas par exemple pour OM System, soit en appuyant sur le bouton Q qui est en fait le bouton qui veut dire Quick sur Nikon je crois, Fuji, etc. Parfois on peut trouver aussi un bouton Set. Donc on va faire un premier petit tour panoramique un peu de différents menus que l'on va trouver sur les différentes marques et ensuite on reviendra plus en détail sur tous les items que l'on retrouve sur ce super écran. Donc là on a l'écran de l'OM1. Donc ici on est sur alors là sur un Olympus, un OM5, donc vous voyez à gauche on retrouve à peu près le même type d'informations mais ordonnancées de manière différente, et à droite on a sur la partie droite ici, on est pendant la prise de vue. Donc vous voyez qu'on peut déplacer avec les flèches horizontales dans la partie basse, et ici sur la partie verticale on va utiliser les flèches pour se déplacer et on va retrouver donc les informations dont on aura besoin, qui permettront d'accéder au sous-menu qui est la barre horizontale. Donc voilà, alors l'image est d'assez mauvaise qualité, hein, mais on voit un peu le type de menu. Ici, donc, on retrouve pendant la prise de vue les informations liées à la prise de vue uniquement. Donc, il faut différencier les accès au contrôle de la prise de vue, de la configuration du menu. Donc, en général, on accédera à la configuration du boîtier par la touche menu. La configuration du boîtier, c'est vraiment la manière de programmer son boîtier pour déterminer la manière dont il va fonctionner. Alors que le super écran de contrôle, c'est vraiment les paramètres liés à la prise de vue dans l'immédiateté en fait, si vous voulez. Donc on retrouve ceci sur l'écran de contrôle pendant la prise de vue, donc j'y reviendrai aussi tout à l'heure plus en détail. Ici donc on passe sur Nikon, donc vous voyez qu'il y a une présentation un petit peu différente, donc chaque marque va présenter le super écran de contrôle de manière différente. Alors là ici je sais plus si on n'utilise pas la touche info sur ce type de boîtier là, j'ai pas la certitude, mais en tout cas voilà une présentation un petit peu différente qui parle assez bien d'elle-même. Ensuite on est toujours là sur un Nikon, donc vous voyez un peu la différence de présentation, hein, on a le même ordonnancement, mais par contre la présentation est un petit peu différente. Donc ça je crois que c'est des générations de boîtiers un peu plus anciennes que la photo précédente. Alors c'est des photos que j'ai récupérées sur le net, hein. Voilà, ici on est sur Sony, donc la photo est pas terrible, on va passer plutôt comme ceci. Là vous voyez, on retrouve aussi toujours, si vous comparez d'un écran à l'autre, hein, par exemple ici vous voyez qu'on va retrouver les mêmes informations, les mêmes catégories, les mêmes valeurs, mais ordonnancées de manière un peu différente et agencées aussi, voilà, avec une logique de navigation qui est un petit peu différente, comme ici. Voilà, donc là on est dans la fonction menu pour en fait Sony, puisque là ce sont des écrans de contrôle Sony, permet de personnaliser en fait ces écrans de contrôle. Voilà, donc ça c'est pendant la prise de vue toujours sur un Sony. Donc on a toutes les informations liées à la prise de vue. Donc on va passer sur Panasonic, donc toujours pareil, hein. Donc là vous voyez qu'on a le bouton Q, donc on a les informations lié à la prise de vue. Et alors Panasonic, le côté qui est pas mal, c'est comme ils font pas mal de vidéos aussi, ils ont dissocié en fait, là on est dans le mode prise de vue photo et on a l'écran de contrôle un peu, alors c'est pas le même boîtier mais par contre c'est la même marque, ils ont la même logique. Et là ici on est vraiment, quand on passe en mode vidéo, sur un écran de contrôle uniquement lié sur les modes vidéo. Donc c'est intéressant parce que quand tu switches de la photo à la vidéo, ben, du coup tu peux avoir
des écrans avec des besoins qui sont différents entre la photo et la vidéo, et ça permet de gagner du temps. Ce que l'on va retrouver aussi toujours dans le thème écran de contrôle, ben là c'est sur Panasonic, mais on va le voir, on trouve ça aussi souvent sur les Reflex. Là on est vraiment sur des hybrides, c'est cet écran de contrôle là sur l'épaule droite qui permet de vérifier les valeurs de ces paramètres de prise de vue. Alors là on a vraiment que les paramètres liés à la prise de vue. Donc je le reviendrai en détail là-dessus aussi. Et ensuite on va passer sur Fuji par exemple. Alors Fuji, oui, ils ont une différence avec les autres boîtiers, notamment sur une gamme de leurs boîtiers. Donc là vous voyez qu'il y a un écran de contrôle, on va retrouver certains items, et par exemple si vous regardez là de suite, vous allez ni voir les fonctions d'ISO, ni voir la fonction d'ouverture, ni voir la fonction de vitesse, ni voir la fonction de correction d'exposition, qui sont vraiment les paramètres les plus importants dans la prise de vue. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait Fuji a une logique un peu différente sur la gamme, cette gamme de boîtiers là. Donc en fait ils ont, vous voyez ici il y a la roulette des vitesses, ici il y a la roulette des ISO. L'ouverture en fait on la contrôle ici directement sur le fût de l'objectif, et on a ici le correcteur d'exposition. Donc c'est ce qu'on trouvait sur les anciens boîtiers argentiques avant que l'électronique ne fasse son apparition. Donc bon, il y a les amateurs, là la question n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est pour expliquer un petit peu la différence avec ce super écran de contrôle. Et ensuite on a sur une autre gamme, toujours chez la même marque, on a une autre gamme de boîtiers qui n'utilise pas les fonctions de roulette comme on vient de le voir, mais qui reprend un peu ce que l'on a vu sur des boîtiers précédents. Et là notamment il y a la fenêtre d'information avec vitesse, ouverture, correction d'exposition, valeur d'ISO, le mode dans lequel on se trouve, hein, donc mode P c'est ici. On a ici le L, donc ça c'est par rapport au format de la photo en JPEG, donc voilà, après chaque marque va avoir ça là aussi son distinguo, la balance des blancs et le type d'image, voilà ce que l'on retrouve. Alors on va regarder en détail ce qu'on a commencé par le faire là, avec cette fenêtre directement comme information sur à partir de cet écran de contrôle. Donc après vous regarderez vous par rapport à la marque de boîtier que vous possédez. Donc ici on a sur le premier carré le mode M, donc ça veut dire qu'on est en mode manuel, d'accord. Ça pourrait être le mode S, le mode P comme ça c'était le cas précédemment. Donc voilà, c'est le mode dans lequel on travaille. Ça veut dire que dans le mode M je règle ma vitesse qui est ici, donc 1/125e, et je vais régler aussi mon ouverture. D'accord, on voit que le boîtier est paramétré pour ISO 200, donc ça pourrait être en ISO automatique. Donc du coup moi je vous conseille de travailler plutôt en ISO automatique quand vous êtes dans des bonnes conditions de lumière et que il n'y a pas une lumière particulière à travailler. Du coup quand vous agirez par exemple sur votre correcteur d'exposition qui est ici, bah lui, ce sur quoi il agira, ça sera forcément les ISO qu'il augmentera si vous avez besoin d'une surexposition, ou qu'il va diminuer si vous avez besoin d'une sous-exposition. Donc ça c'est la grille qui permet voilà, d'avoir un peu la luminosité de l'image. Si vous êtes en mode S par exemple, il pourrait jouer soit sur la valeur d'ouverture, donc si j'ai besoin de plus de lumière, il baisserait ici le chiffre, d'accord, ce qui aurait pour effet d'augmenter le diaphragme de l'objectif. Et éventuellement si l'objectif était limité à une ouverture de f4, donc on ne pourrait pas descendre en dessous de f4, ce qui nous resterait comme possibilité pour augmenter la valeur d'exposition, ça serait soit de baisser la vitesse, mais à ce moment là ça veut dire que mon sujet risque d'être flou selon ce que je... Un 125e c'est pas très élevé hein, vraiment. Donc du coup le boîtier lui forcément il irait augmenter les ISO, et ça c'est un avantage quand on est en ISO automatique. Ça permet de se dispenser d'avoir ce réglage à faire, et du coup on gagne du temps dans sa prise de vue. Voilà. Ensuite single, ça veut dire que vous voyez il y a juste un collimateur. On pourrait avoir des pavés de collimateur, le collimateur en croix, etc. Donc en fait si vous voulez changer le collimateur, ben, vous savez déjà en allumant votre boîtier que vous n'en avez qu'un, et que si vous en avez besoin de plusieurs, il va falloir soit directement ici actionner la molette, soit valider par OK pour rentrer dans ce menu et modifier le nombre de collimateurs. Et c'est de la même manière hein, à chaque fois que vous allez changer un des items que vous avez sur cet écran. Là en vert par exemple c'est surligné, ça veut dire que si je tourne ma molette ici je vais pouvoir passer en mode S, donc en mode vitesse ou TV selon les marques, ou en mode ouverture, ou en mode AV ou A, d'accord, donc selon les marques aussi.
Si maintenant le carré vert était sur le 125, ben, ça voudrait dire que je peux modifier ma vitesse en utilisant une des molettes, ou alors selon les marques aussi, des fois il faut rentrer par OK de manière à accéder aux différents paramètres de vitesse. Voilà, donc on a vu ces premiers items, la correction d'exposition. Ici, c'est la connexion Bluetooth à votre téléphone si vous voulez le connecter. Ici, ce qu'on retrouve, ça c'est le style d'image. Alors le style d'image, c'est ce qui va donner un peu une notion de chromatique, ça, les notions de chromatique. Donc si vous décidez d'utiliser une version très, alors souvent vivide par exemple, c'est très saturé, ou alors noir et blanc, etc. Sachez que ce réglage ne va s'appliquer que sur le format JPEG. Si vous travaillez en format RAW, ce réglage là n'aura pas d'incidence, si ce n'est sur l'image de contrôle lorsque vous la visualiserez. D'accord. Si vous travaillez en JPEG et en RAW, et bien en RAW, cela n'aura aucun impact et seul votre JPEG sera impacté par cette image. Si par exemple j'avais choisi le noir et blanc, et bien le JPEG serait noir et blanc, par contre le RAW lui conserverait toutes les informations. Ce qui veut dire qu'en post-production je pourrais passer sur du noir et blanc ou pas. Voilà. Par contre si je choisis noir et blanc sur mon JPEG et que je ne travaille qu'en JPEG, je ne pourrai pas revenir après et lui rajouter de la couleur. Ça va être fastidieux, hein, si vous voulez le faire, c'est faisable, mais alors c'est très fastidieux à faire et c'est pas du tout un travail photographique, ce sera plus un travail de graphiste. Ensuite, la balance des blancs, de la même manière, elle ne s'appliquera qu'à vos fichiers JPEG. Voilà. Si vous travaillez sur vos fichiers RAW, vous pourrez la faire en post-prod. Donc ça c'est une chose importante. À savoir, il y a des paramètres qui n'agiront que sur le JPEG. Ensuite ici, alors chez Olympus, ce petit pignon, ce petit trou cranté permet d'accéder aux raccourcis pour les personnaliser. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne sur les autres marques. À mon avis, il n'y a pas forcément cet item là, mais en tout cas chez Olympus ou M-System, c'est comme ça. Ici, manuel focus, ça veut dire que la mise au point se fait en mode manuel. Donc pour faire la mise au point, il faudra que j'actionne la bague de focus sur mon objectif. Et si j'étais AF, ça voudrait dire que l'autofocus se fait tout seul de manière automatique. Là, ça parle tout seul. La détection de visage, hein, après on pourra décider si ça se fait sur les yeux, sur l'œil droit, sur l'œil gauche. Ici, c'est l'activation du flash ou pas. Si le flash est activé, on va pouvoir modifier sa puissance ici, donc lui donner plus ou moins de puissance. Et l'action sur l'exposition du flash est indépendante de l'exposition de l'image en général. Donc je peux décider d'avoir une sous-exposition de mon image et de surexposer, d'avoir une puissance plus importante sur mon flash. Ici c'est le mode de prise de vue séquentiel, donc est-ce que je fais une seule photo des rafales, est-ce que je vais travailler en mode silencieux, comme c'est le cas ici, c'est signifié par le cœur. Alors les modes silencieux c'est pareil, c'est signifié, je sais pas comment ça l'est sur les autres marques. Donc chez Olympus ou M-System vous avez le cœur, pour d'autres c'est comme ça, mais là ça pourrait être un mode rafale, donc on aurait plusieurs petits carrés pour dire quel type de mode de rafale on peut avoir. Ici, ce sont les modes de mesure d'exposition. Donc honnêtement, il y en a 4. Maintenant, avec les appareils hybrides, comme on voit l'exposition directement dans son écran ou dans son viseur, il n'y a pas besoin de les changer. Honnêtement, moi je reste toujours quasiment sur celui-là. Les autres, ils servent plus à grand chose. C'est intéressant au niveau des réflexes quand on avait dans certaines situations de contre-jour, on passait avec la mesure spot. Donc la mesure spot, c'est juste un rond central comme ça. Voilà, donc ça honnêtement, mettez-vous comme ça et ça ira très bien. Bien sûr, si vous avez un réflexe, voilà, il y aura celui-là ou le mode spot. Les autres globalement, ça ne sert pas à grand chose. Voilà, ici le format d'image. Donc là, on est sur un ratio. En fait, c'est surtout le ratio plus que le format. Donc sur un ratio 4/3 en général. On va trouver souvent du 3/2 hein, sur les capteurs APS-C ou 24-36. Le ratio 4/3 il est appliqué, en fait c'est la taille du capteur d'Olympus ou de Panasonic, de certains Panasonic. Donc là c'est le ratio par défaut. Bien sûr on peut le modifier et dire je veux pas que mes photos soient faites en 4/3 mais en 3/2. Par contre là aussi ça ne s'applique pas au JPEG. Si vous travaillez RAW et JPEG,
vous aurez votre format JPEG qui sera au 3/2 et le RAW qui sera au format natif 4/3. Et pareil pour les autres formes de capteurs, si vous êtes au format natif 3/2, vous pouvez passer au 16/9 ou au 4/3, etc. Mais par contre, ça ne s'applique pas que sur le JPEG. Ici, on a donc l'information de stabilisation. Donc là, le capteur est stabilisé. On peut déterminer différents modes de stabilisation, c'est-à-dire automatique, intuitif, enfin pas intuitivement, mais en tout cas, il va détecter lui-même comment stabiliser au mieux vos mouvements. Et ensuite, on peut dire, ben, voilà, si je fais un panoramique par exemple, un filet, il va déterminer qu'il vaut mieux, il y aura des modes dédiés à cela, ou un panoramique vertical, etc. Bon, le mode auto, franchement, ça marche très bien, donc pour ça, je le touche jamais. Ici, on est sur la carte SD, donc souvent, alors selon les boîtiers, il peut y en avoir une ou deux, et on indique en fait sur quelle carte SD on se trouve. Et là ici, alors vous voyez, bah, on a le format JPEG ici et le format RAW. Alors la particularité de cet écran que j'ai cherché sur internet, j'ai pas fait de photo des écrans, mais là ça veut dire que le gars il est en mode haute résolution. C'est pour ça qu'il y a 50 millions de pixels, parce que sinon de manière native le capteur ne fait pas 50 millions de pixels, il fait 20 millions de pixels, le format de la taille de l'OM1, du capteur de l'OM1. Donc là c'est une fonction spécifique à Olympus qu'on va retrouver sur d'autres marques, mais qu'on ne retrouve pas sur toutes les marques, hein. En fait, je crois que Fuji a sorti ça maintenant sur certains de ses boîtiers, notamment sur les derniers. Je pense que peut-être Panasonic le fait aussi, j'ai un doute. Voilà, donc c'est en fait, on fait une photo de 50 millions de pixels, en fait le capteur se déplace et va assembler toutes les photos. C'est particulièrement intéressant sur des sujets fixes. Forcément, si le sujet bouge, c'est plus délicat à jouer. Donc là, on voit que la carte 2, elle est paramétrée de la même manière, hein, pour l'instant. Et ici, on a les informations liées à la vidéo. Voilà, donc ces informations, on les retrouve ici, vous voyez, sur l'écran de l'EM5. Donc on voit, hein, on retrouve les ISO, la balance des blancs. Ça, ce sont des corrections liées aux couleurs qui s'appliquera donc que sur le JPEG, comme ces informations là ici, hein, naturelles, hein, vous voyez c'est le 3, on a le 3 ici, voilà, c'est exactement pareil. Donc voilà la détection, le profil de couleur, ici c'est les raccourcis, voilà le mode de mesure. Ben, vous voyez ici là, pourtant c'est un capteur 4/3, mais le format qui a été déterminé c'est 3/2, donc ça ne va s'appliquer que au JPEG, et on voit qu'ici il ne travaille pas en RAW puisqu'il n'y a pas la nomination RAW, et que donc on est en JPEG de la meilleure qualité possible chez Olympus, et ça se détermine comme ça, c'est L structure fine. Voilà, donc on retrouve la stabilisation, la correction d'exposition du flash et l'action du flash automatique. Le mode de prise de vue séquentiel, là on est en autofocus single, donc ça veut dire qu'il fait une fois la mise au point, et ici on a le collimateur et l'emplacement du collimateur sur l'écran. Voilà, donc on retrouve un autre type d'écran, alors c'est un OMD10, ça a priori, comme ça la photo est de mauvaise qualité, avec le système de déplacement vertical et horizontal qu'on verra plus tard. Et quand on est en prise de vue, vous voyez que là on retrouve ici le format. Alors là pour le coup on est en JPEG de meilleure qualité possible plus le RAW. Vous voyez les indications de la vidéo. Le mode single AF, le sujet ne bouge pas, donc c'est le mode adapté. Mode 3, couleur naturelle. Ici on a le nombre de photos et le nombre de durées de vidéo que l'on peut enregistrer en fonction de ces paramètres là. La balance automatique, les ISO à 200, sous-exposition de -3, alors il a sous-exposé de -3, c'est pour faire ressortir du détail dans les hautes lumières, hein, c'est pour ça qu'il est sous-exposé. Il a fermé le diaphragme à f7.1 pour avoir une grande profondeur de champ, 1/125e c'est pour figer le mouvement de l'eau ici, et donc on est en mode M, et on a l'information de la batterie, donc il reste 99% de la batterie, autant dire qu'il vient d'allumer le boîtier. Et ici on a l'histogramme qui, lorsqu'on est à gauche et que
la courbe ici gauche, c'est surtout ce qu'il faut surveiller, ça veut dire qu'il y a des ombres bouchées, et si cela s'étendait vers la droite et que ça vient toucher le bord droit, ça voudrait dire qu'il y a des zones qui sont surexposées. Voilà. Donc on retrouve là ici sur Nikon, alors celle-là vous voyez j'ai été la chercher, elle vient du site Nikon Passion, et là vous voyez qu'on a les paramètres, bon là excusez-moi pour la qualité, c'est pas top, mais c'est pas trop grave. Ici on voit qu'on a le paramètre de vitesse, le paramètre d'ouverture, les ISO, et là vous voyez il y a marqué A, ça veut dire qu'on est en mode ouverture. Et après, il y a des informations ici, on retrouve là, liées à la qualité du JPEG, quelques informations, voilà, là je n'arrive pas à dire ce que c'est, s'il y a des zooms, on dirait la balance des blancs est en automatique, on a les ISO à 125, on a la commande du flash, voilà, on a différentes informations, alors ça varie hein, d'une marque à l'autre, on n'a pas toujours tout à fait les mêmes informations et surtout les mêmes noms. Des fois qui déterminent certains trucs. Par contre, tout ce qui est ouverture, vitesse, ISO, flash, tout ça, c'est commun. Voilà, donc on va passer là sur Sony qui est agencé un petit peu, peut-être je préfère celui-là, à mon avis il est plus proche de la réalité parce que l'autre il est personnalisé. Donc vous voyez, mode ouverture, on a la vitesse, l'ouverture, donc la vitesse là elle a été déterminée automatiquement par le boîtier. Vous voyez que lui il travaille en ISO automatique. Ici on a la ligne d'horizon qui permet de voir si on penche d'un côté ou de l'autre. Ici l'histogramme qu'on retrouve, hein, donc vous voyez que l'histogramme il a une forme un petit peu différente, etc. Hein, le mode autofocus continu. Donc si le sujet bouge, c'est l'AFC qu'il faudra utiliser, autofocus continu. Ici, ça chez Sony, qu'est-ce que ça doit être? Ça va peut-être le mode de collimateur, peut-être, voilà. AF1, là, c'est la détection de visage, puisqu'il y a le petit pictogramme marqué. Donc voilà, là, ça c'est le style chromatique du JPEG. Bon, voilà la balance des blancs, le mode de mesure, le mode de prise de vue, il est en single shot, ça veut dire que lorsqu'il appuie sur le déclencheur, il fait une photo, contrairement au mode rafale. Voilà, donc en prise de vue, vous voyez les informations. Alors les informations, quand on est sur la prise de vue, souvent on peut les afficher en appuyant sur la touche info, selon le type de boîtier. Je sais pas s'ils ont ça sur Sony, je vais regarder. Est-ce qu'ils ont info? Je vois pas de touche, mais il doit y avoir un bouton qui correspond à ça en fait, qui permet d'afficher les informations ou pas pendant la prise de vue. Alors une des différences, c'est que sur les hybrides, les informations qu'on affiche à l'écran sont les mêmes que dans le viseur. Sur un réflexe, ces informations ne sont visibles qu'à l'écran. D'accord, mais vous voyez qu'on retrouve tous les paramètres de prise de vue avec ici une échelle de valeur. Ça c'est quand on est en mode de mise au point manuel, et on le voit ici, MF, ça vous donne un peu la manière de faire la mise au point si vous vous éloignez ou si vous vous rapprochez, si vous êtes à une distance courte de mise au point ou si vous allez chercher loin par exemple, parce que là il y a l'infini, donc ça veut dire que l'infini il va aller plutôt très loin, et quand on est très près c'est plutôt ici. Bon, vous voyez, je connais matériel Sony, je sais pas, une marque que j'utilise fréquemment, que j'ai utilisé un peu, mais en plus j'aime pas trop leur interface, ça me plaît pas, mais bon, ça c'est très personnel. Donc voilà en gros ça, cette information qu'on a sur l'autre. On voit qu'il y a un déclenchement retard, avec le retardateur ici de 2 secondes, hein, donc parce qu'il est en prise de vue, on devine que c'est avec un peu de lumière, donc du coup la vitesse elle est de 1/4 de seconde, donc pour éviter de faire trembler le boîtier, il a mis le déclencheur à retardement. Donc voilà, et mode ouverture, il n'y a pas de détection de visage puisqu'on est sur un paysage. Voilà en gros les paramètres pour un peu Sony pendant la prise de vue. Donc là on passe sur Panasonic. Donc Panasonic, ben voilà, comme toutes les autres marques, hein, on retrouve les mêmes informations, agencées un peu différemment, avec des codes couleurs pour attirer l'attention, etc. Vous voyez que souvent les modes, le mode de prise de vue, l'ouverture, la vitesse, les ISO se trouvent souvent sur le haut de l'écran, puisque c'est ce que l'on lit en premier. Là vous voyez qu'on est sur un Panasonic en 24-36, donc le format natif de l'image il est en 3/2, donc on voit qu'il travaille en mode RAW et en JPEG fin, donc là ça doit être la meilleure qualité chez Panasonic, ça doit s'appeler plus fine. Donc on voit qu'il est en autofocus single, donc pour faire plutôt un sujet fixe,
one shot, donc pas de rafale, une photo. Voilà, bon, la prise de vue, la mesure, là il est en mesure ponctuelle, donc c'était ce qu'on utilisait souvent en contre-jour, c'est ce qu'on utilise en contre-jour, mais honnêtement ça n'a pas trop d'intérêt, encore une fois sur un boîtier hybride. Voilà, un type d'écran sur la vidéo, donc de Panasonic toujours, hein. On voit qu'ici on est sur le mode vidéo, donc là on a la fréquence d'image, la vitesse du shutter, on a l'ouverture, on a le fait qu'on est au format 4K, pardon, ça c'est des logs, c'est des choses un peu techniques en vidéo, on voit les ISO, le type de film, voilà, alors ça c'est pareil, hein, c'est quand on travaille en JPEG, sur une vidéo c'est un peu pareil, si on met un style de couleur, c'est le style de couleur qui sera appliqué à la vidéo, en sachant qu'après si on veut pas appliquer un style directement, on va travailler sur des logs, donc qui sont des formats très neutres, et qui permettent de faire la couleur, la chromatique en post-production, donc ça demande plus de travail. Mais si par exemple en vidéo comme en JPEG vous déterminez que vous allez filmer en noir et blanc, votre film il sera noir et blanc, jamais de la vie vous pourrez rajouter de la couleur, en sachant que le système log là, qui pourrait être vaguement comparé au système RAW de la photo, c'est quand même moins facile à travailler que le RAW sur une photo, quoi. Voilà, ça c'est pour l'information vidéo. Donc on retrouve ici donc la fenêtre sur l'épaule du boîtier. Donc à gauche on a les différents modes de prise de vue. On a donc ici, vous voyez, on retrouve, donc ça c'est intéressant quand on a des fenêtres comme ça, parce qu'avant d'allumer le boîtier, on connaît déjà ce paramètre de vitesse, d'ouverture, d'ISO, de surexposition, qu'on est bien en JPEG, que la batterie est pleine et que c'est enregistré sur la carte SD numéro 1. Voilà, donc ça c'est des informations à ma connaissance. Sur les hybrides, ça se fait alors ça dépend de la taille du boîtier en fait. Donc quand les boîtiers sont relativement gros, on peut trouver ce genre d'informations. Voilà, donc ça c'est pas mal comme truc. Ici donc on est sur Fuji. Donc Fuji, tout à l'heure on a vu, hein, là vous voyez le mode C2, mode personnalisé en fait. Donc on va retrouver ici sur, donc c'est un mode personnalisé, c'est un mode dans lequel vous avez prédéterminé des paramètres de prise de vue. Donc là en l'occurrence il y a 200 ISO, ça c'est un truc qu'on retrouve chez Fuji uniquement, là c'est sur la dynamique, donc on va passer là-dessus. Le style d'image, hein, tout à l'heure on a vu c'était le style 3 ou le style naturel, chez Fuji ils ont des appellations différentes. On voit que là la personne travaille en RAW avec du JPEG en fine. Le ratio d'image, NR1 ça je sais pas trop, mais c'est des réglages qui s'appliquent probablement au JPEG, hein, donc là il y a la netteté, la tonalité, etc. Le retardateur il est désactivé, ici ça c'est le collimateur, le flash, et là ici on est sur la balance des blancs je pense, avec le mode soleil. Donc comme on le disait tout à l'heure, donc voilà un peu la différence avec pourquoi chez Fuji, sur ça c'est une Fuji de la série XT, donc on a ces paramètres donc d'ISO qui sont ici, vitesse, correction d'exposition et l'ouverture qui se fait directement sur le flux. Donc là on voit qu'il est à F4, que la vitesse elle est en automatique, que les ISO ils sont en automatique, donc ça veut dire que là il travaille en mode priorité ouverture, et la correction d'exposition elle est à 0, donc du coup là aussi sans allumer le boîtier vous connaissez vos paramètres. Voilà, donc c'est une philosophie un peu différente. Et voilà, sur Fuji là, un des derniers sortis, vous voyez que là bon, ce boîtier il est un peu différent du précédent, ils ont des gammes différentes. À gauche on a un mode de menu que l'on retrouve donc avec le mode P, le mode S, etc. Comme sur toutes les marques. Ici ce sont les menus personnalisables, donc il y en a 7, ça c'est assez balèze. Le mode vidéo, ici des filtres photos qui vont donner un style d'image. Voilà, et à gauche on a donc la vitesse qui est à 1/4 millième, hein, vitesse très élevée. Il est en mode P, donc ça correspond à la lettre P ici. Donc
ouverture 5.6, donc là en gros mode P c'est le boîtier qui décide les paramètres de la prise de vue, hein. Donc le photographe il vise, il cadre, il appuie, ce qui est déjà pas mal. Donc ici une surexposition de 3 diaph, donc c'est à 12800, là, il faut baisser les ISO parce que tu risques quand même d'avoir une photo très surexposée. Donc après bien sûr ça dépendra du sujet, mais voilà, quand il y a plus 3 diaph, alors ça peut être le cas dans un contre-jour, on a besoin de vachement surexposer le premier plan par rapport à l'arrière-plan. Voilà, et c'est dans ces cas-là de contre-jour qu'on utilise le mode spot, là, le petit point dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est moins utile encore une fois aujourd'hui avec la correction d'exposition en direct. Donc ici on a le mode de JPEG, hein, donc L, je pense que ça doit être la définition la plus élevée chez Fuji, la balance des blancs automatique, et là on a le style d'image en standard, donc ça doit correspondre à peu près au style normal, ou 3, ou naturel, etc. de l'image, et puis après bien sûr hein, sur les boîtiers on va trouver des raccourcis, etc. mais là c'est pas le débat. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire sur ces écrans de contrôle qui sont très importants à connaître et à manipuler son boîtier, c'est comment on y accède, parce que du coup ça va vous permettre de régler vos réglages de la prise de vue et de faire les corrections si vous n'êtes pas satisfait des réglages lors de votre prise de vue. Donc rappelez-vous, on y accède par la touche OK ou par la touche Q, donc Q hein, qui veut dire Quick, ou par la touche des fois 7. Regardez sur votre boîtier comment vous y accédez, et ça pendant la prise de vue ça vous fera gagner un temps précieux plutôt que d'aller chercher des informations que vous n'avez pas et de galérer. Voilà, c'est en fait quand on fait une prise de vue on a besoin que de ça, le reste c'est juste du paramétrage de boîtier, donc c'est moins important. Sur ce, je vous souhaite d'aller faire de belles images, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de journée, puis n'oubliez pas, si vous avez des sujets, des choses des tutos que vous voudriez que je fasse sur un sujet en particulier, n'hésitez pas à le demander. Bien sûr ça dépend toujours un petit peu de mon emploi du temps, et en ce moment effectivement il est relativement chargé, mais n'hésitez pas à demander quand même. C'est un peu la raison pour laquelle les vidéos, les tutos sont faites de manière assez irrégulière en ce moment. Voilà, donc encore une fois, faites de belles photos, je vous dis à très bientôt, au revoir.